2 balados sur des événements marquants. Scandale financier. Au début de l'année 2004, il y avait quand même des signaux d'alarme. L'histoire en personne. C'est au fond l'histoire du conservatisme qui se révèle. À écouter gratuitement sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le vendredi 12 juin. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à la une. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous encore ce matin. Une journée qui sera marquée par la fin de la session parlementaire à l'Assemblée nationale au Québec. Ça a été une grosse semaine. Plusieurs projets de loi ont été adoptés au cours des dernières heures. D'autres pourraient l'être encore aujourd'hui. Jean-Philippe Robillard va venir nous faire le bilan de tout ça. Normal, si vous suivez pas ça au jour le jour ou d'heure en heure, d'être peut-être un peu perdu. Donc, on va faire le point sur cette dernière journée. Et par la suite, ce sera les vacances et la campagne électorale. Mais évidemment que l'été qui s'en vient au Québec aura des allures de campagne électorale avec cette campagne officiellement qui sera déclenchée cet automne pour ces élections à date fixe. On sait que les élections auront lieu le 5 octobre prochain. On va aussi surveiller ce qui va se passer au Moyen-Orient parce que, Donald Trump a annoncé hier être, pour une autre fois, tout près d'une entente. L'Iran a démenti. Est-ce qu'il y aura des développements? Il n'y en a pas eu au cours des dernières heures, donc on va continuer de suivre ça pour vous. En studio, à ce moment-ci, Marie-Michel Borduas aux actualités culturelles. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. On va se parler ensemble d'une chanson de Dumas, le chanteur Dumas, qui a franchi le cap des 7 millions d'écoutes. 7 millions d'écoutes, et ce, grâce à une nouvelle série, parce que c'est une chanson qui date de 2014, sortie sur l'album éponyme. Donc, elle a déjà une bonne vie, cette chanson, une journée parfaite. Mais là, avec Rivalité passionnée, ça l'a propulsé à nouveau. Et à travers la planète, il y a des gens de partout qui écrivent à Dumas pour lui dire « Je t'écoute de Singapour, je t'écoute de Paris, etc. » Donc, c'est une journée parfaite pour lui qui se poursuit, en tout cas. Oui, une longue journée pour cette chanson-là. Merci Marie-Michel. On se retrouve tantôt. Faisons le tour des prévisions de la météo avec Véronique Méran. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Encore humide dans certains coins. Oh là là, que c'est humide, Oui, on l'a senti hier. Ça a commencé mercredi. Ça a augmenté d'un cran hier et je vous dirais que le point culminant, ça va être vraiment aujourd'hui. Sud de l'Ontario, sud du Québec, des humidex qui vont avoisiner 37, peut-être même 40 par endroit. 40, c'est quand même rare, là. Oui. On a normalement autour de 2 jours et demi. Je dis 2 jours et demi, on va arrondir. On va dire 3 sur le sud du Québec, une journée à Québec, 3 à Gatineau au cours de tout l'été au complet, avec des humidex aussi élevés. Okay. Donc, quand même. Aujourd'hui, très lourd, très humide. Bon, ciel partagé, là, nuageux, des trouées là-dedans. Et on ajoute un élément qu'on n'avait pas hier, parce que hier, il y a quand même eu peu d'averses, peu d'orages. Le soulèvement qui va se faire. On a de la chaleur, on a de l'humidité et on a le passage d'un front. Donc, ça va agir comme... Si vous prenez une spatule dans la poêle, vous soulevez quelque chose, ça va soulever cet air humide et comme c'est de l'air plus frais, là, le potentiel est là pour formation de cellules d'averse et d'orage. Orage potentiellement fort par endroit, donc ça va être à surveiller. Ça se passe surtout en fin d'après-midi, début de soirée sur les régions plus au sud, les secteurs plus à l'ouest, ça commencera dès la fin de la matinée. Ça reste une probabilité. Et là, côté température, on peut voir 27-30. Côté humidex, on a dit 37-40 pour aujourd'hui. On sera entre 14 et 18 la nuit prochaine. Demain, il va faire chaud. Ce sont les régions du sud du Québec qui seront les plus choyées en termes d'ensoleillement. Donc, quand même une belle journée samedi. 27-28 degrés, mais humidex 31-32. Donc, on respirera tranquillement un peu mieux. Dimanche, on perdra quelques degrés, 23-24 degrés pour la plupart des secteurs, mais ce sera moins intéressant, plutôt nuageux avec quelques averses. Les secteurs de l'Abitibi, on a parlé d'orage dès la fin de la matinée, début d'après-midi. L'humidité qui fera relâche par la suite. La meilleure des 2 journées sera dimanche du côté de l'Abitibi pour la fin de semaine avec des températures moins élevées. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, déjà aujourd'hui, on perd un peu de chaleur. Là. 22, c'est le maximum anticipé. Le ciel est assez nuageux. Probabilité d'averse, risque d'orage, c'est 40 60 du côté du Bas-Saint-Laurent, 30 seulement vers la Gaspésie, la Côte-Nord. Les températures sont plus fraîches, 11 à 14 degrés de ce côté. Tout le week-end sera gris et assez arrosé dans l'est du Québec avec des températures légèrement sous la barre des 20 degrés. En territoire ontarien ce matin, les températures baissent sur la portion nord et centre, 21, 23. On se remet tranquillement de l'activité orageuse. Ça reste un ciel assez mitigé aujourd'hui. Toronto-Windsor, c'est surtout ce matin, averse orage. Par la suite, on verra des éclaircies.
Venteux, encore chaud, l'humidité qui fera relâche tranquillement en cours de journée et les orages toucheront le secteur d'Ottawa cet après-midi plus tard. C'est encore très lourd et très humide. Variable pour tout l'ouest dans les prairies avec un 30 de possibilité d'averse. Les températures basses, 16-17 degrés, commenceront à remonter au cours de la fin de semaine avec un peu plus de soleil dans l'ouest. Ce sera le cas à Vancouver aussi, une belle séquence de beau temps. Merci Véronique. Bonne journée, bonne fin de semaine. Theodore, la passe c'est pour Anderson. Barbashev voulait faire des vies à l'extérieur. On s'amène avec Ehlers. Oui, des belles séries pour Jordan Staal. Olivier Pellerin, d'abord, bonjour. Bonjour. Et les Hurricanes ne sont plus les Hurricanes de la Caroline qu'à un match de mettre la main sur la Coupe Stanley. Avec une belle victoire hier, oui. Une victoire de 4-2 face aux Golden Knights de Vegas. Une avance qui a tenu et comme ça, effectivement, les Hurricanes ne sont plus qu'à une victoire de soulever ce trophée tant convoité dans la Ligue nationale de hockey. Jordan Staal, ça a été le premier à marquer pour les Hurricanes de la Caroline, son 8e des séries éliminatoires, mais surtout un autre but. En fait, c'est une séquence de 5 matchs. Les 5 matchs de cette finale de la Coupe Stanley, il a trouvé le fond du filet. Il en a maintenant 6 dans cette finale et c'est lui qui a donné le ton à ce match pour la Caroline hier. Il y a aussi Sébastien Aho qui a marqué, c'est lui qui a marqué le but de la victoire. Et ça a été toute une rencontre, encore une fois, pour les Hurricanes qui ont profité de la maison pour prendre cette énergie et mettre une pression, appliquer une pression tout au long du match aux Golden Knights de Vegas et à Carter Hart qui a réussi 20 arrêts hier, mais qui a été très occupé. Les Hurricanes qui s'imposent maintenant et qui menaceront à Las Vegas. Le prochain match de cette série ça aura lieu dimanche. Ce sera à Las Vegas et là, ils auront la chance de décrocher ça sur la route. J'ai l'impression qu'on ne voudra pas s'éterniser avec l'allure de ces séries, avec ces avances, oui, dans les matchs, mais surtout ces rebondissements qu'il y a depuis le début de cette série finale de la Coupe Stanley. J'ai l'impression qu'ils voudront en disposer très rapidement. Et puis, je vous parlais de Jordan Staal, son 8e des séries éliminatoires, cette séquence de 5 matchs consécutifs avec au moins un but en finale de la Coupe Stanley. C'est seulement le 5e joueur de l'histoire à réussir une telle séquence. La dernière fois que c'était arrivé, c'est Yvan Cournoyer en 1973. Donc, ça fait 53 ans qu'on n'a pas vu telle séquence. Et puis, le capitaine et le vétéran des Hurricanes de la Caroline qui, comme ça, continue à réécrire un peu l'histoire. C'est parti pour la Coupe du monde de soccer. D'ailleurs, le Mexique hier a gagné. Match d'ouverture à Mexico City, à Mexico. Et le Canada entre en scène aujourd'hui. Ça a été une totale domination des Mexicains. Il faut dire que c'était très bruyant dans le stade. De 80 000 spectateurs réunis pour encourager la sélection mexicaine qui n'a fait qu'une bouchée de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a été sanctionnée de 2 cartons rouges quand même, il faut le dire hier. 1 carton rouge aussi pour les Mexicains. 3 expulsions dans un match, c'est assez rare. Ça a donné le ton à cette Coupe du monde. Mais belle victoire pour les Mexicains qui ont donné le sourire aux spectateurs qui se sont présentés hier. Toujours au Mexique, cette fois à Guadalajara, c'est la Corée du Sud qui a vaincu la Tchéquie dans ce 2e match de la journée. Match très tardif, 22h, heure de l'Est pour ce 2e match de la journée. Victoire de 2-1. Et puis aujourd'hui, c'est l'entrée en scène des Canadiens. En fait, des 2 autres nations hôtes de cette Coupe du monde. Donc, les Canadiens à 15h contre la Bosnie-Herzégovine et plus tard en soirée à 21h, heure de l'Est, les Américains qui affronteront le Paraguay pour leur tout premier match de la Coupe du monde. Il y avait des points d'interrogation, entre autres pour la formation canadienne. On sait qu'il y a plusieurs blessures qui viennent un peu influencer la formation qu'aura sous la main Jesse Marsh pour ce premier match. Il a confirmé que dans le cas d'Alfonso Davies, on attendra, ne sera pas présent pour ce premier match. Il y avait incertitude dans le cas d'Ismaël Koné, il avait raté un entraînement. Vous allez entendre Jesse Marsh, il n'y a aucune inquiétude et il nous parle aussi de Moïse Bonbito qui a été confirmé dans la formation malgré cette blessure au tibia. On le disait incertain peut-être pour la formation canadienne. Il a été confirmé hier. Voici Jesse Marsh, le sélectionneur de l'équipe canadienne. Ismail trained today. He's totally fine. He's ready to go. And Moise has made incredible progress over the past month and certainly over the last week. And it made the decision relatively easy that we should keep him in the group and he'll be ready if called upon tomorrow. Donc, Ismaël Koné va très bien. Il est à 100%. Il sera certainement son poste contre la Bosnie. Et dans le cas de Moïse Bonbito, il dit qu'il a fait une belle progression au cours du dernier mois et surtout au cours des derniers jours. Il sera en uniforme. Est-ce qu'il sera utilisé lors du premier match? C'est incertain, mais Jesse Marsh dit qu'il pourrait faire appel à lui advenant le besoin face à la Bosnie-Herzégovine. Donc, on surveille ça cet après-midi, 15h. Premier match du Canada. Ça se déroulera à Toronto. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée, bonne fin de semaine. À vous aussi.
À la une des quotidiens de ce matin, on commence par Le Devoir qui revient sur les 250 ans des États-Unis. Vous avez sans doute vu ces images de cette structure pour des combats d'arts martiaux mixtes juste devant la Maison-Blanche. Donc, ça aura lieu dimanche. Le Devoir qui dit que les 250 ans des États-Unis divisent plutôt qu'ils unissent. Donc, on sait qu'il y aura cette célébration, ces combats d'arts martiaux mixtes pour donner le coup d'envoi au 250e anniversaire des États-Unis. Mais Donald Trump revient aussi à la charge en disant que ça va souligner cette journée-là et ces combats-là. Le jour de sa naissance, il y a 80 ans, il y a aussi cette apparition de son visage sur une pièce d'or commémorative qui marque les 250 ans de l'indépendance du pays. Toute une série spéciale de passeports américains commémoratifs. La construction d'un arc de triomphe, c'est un projet de Donald Trump également. Un détournement de commémoration qui est certes salué par ses plus fidèles partisans, mais qui est loin de cultiver l'esprit d'unité et de fierté nationale, généralement, qui accompagne ce genre de célébration. Donc, à lire en une du Devoir de ce matin. Dans le Globe and Mail, on nous apprend qu'Ottawa va déposer un projet de loi visant le travail forcé après cette menace tarifaire de Donald Trump. En fait, c'est le gouvernement fédéral qui a annoncé hier qu'il allait présenter une nouvelle loi pour empêcher l'importation de produits fabriqués grâce au travail forcé. Ça s'inscrit évidemment dans une série de mesures destinées à répondre aux préoccupations des États-Unis. C'était la dernière menace, entre guillemets, des États-Unis pour imposer de nouveaux tarifs au Canada, disant que le Canada n'en fait pas assez pour lutter contre le travail forcé, donc à lire dans le Globe and Mail de ce matin, qui nous parle d'une rapidité de la réaction d'Ottawa qui témoigne certainement de sa volonté de démontrer son alignement avec Washington. En une du Globe and Mail, il y a aussi cette photo du début des célébrations hier à Mexico de cette Coupe du monde de soccer, lancement aujourd'hui au Canada à Toronto. En une du Journal de Montréal, on nous parle de la prison à la maison pour un contrebandier de tabac. C'est un homme d'affaires qui était payé 1 000 $ à chaque fois qu'il faisait de faux papiers. Il a réussi à faire passer illégalement, nous dit le journal, 1 000 tonnes de tabac au pays, privant l'État de 17 millions de dollars en taxes, qui va finalement purger sa peine à la maison. Il a été condamné donc à 2 ans moins un jour de prison à domicile, d'une amende de 40 000 $ et de 240 heures de travaux communautaires. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec nous amènent aussi en Chine, où on sait il sera question d'importer au Canada des voitures fabriquées en Chine. Et on nous donne l'exemple de véhicules vraiment à la fine pointe de la technologie, avec la possibilité d'y faire, imaginez, du karaoké, un frigo également, une technologie dominante. Si vous voulez lire cette série de reportages, ça commence aujourd'hui dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Et sur le site de Radio-Canada, entre autres choses, à quoi s'attendre de l'entrée en bourse de SpaceX? Ce sera certainement la nouvelle économique de la journée. Une entrée en bourse qui en excite plusieurs. En fait, on parle à Radio-Canada à cet analyste financier dans l'article de ma collègue, d'un analyste financier, John Plassard, qui dit que depuis 25 ans qu'il fait ce métier, lui, il n'a jamais vu une telle excitation autour d'une introduction en bourse. C'est celle de SpaceX. Donc, un premier appel à l'épargne en émettant plus de 550 millions d'actions, environ 4 % du capital de cette entreprise qui est détenue par Elon Musk. Qu'est-ce que ça va donner sur les marchés? À quel point ça peut influencer? Toute une série de questions et des réponses que vous aurez sur le site de Radio-Canada ce matin. Et puis, je termine en vous parlant de la Presse Plus qui revient sur la filière batterie. On titre « Québec savait qu'il était loin du compte ». En 2023, le gouvernement a laissé croire qu'un investissement de 250 millions de dollars en aide publique serait suffisant pour lancer ou relancer le projet de mine et d'usine Nemaska Lithium. Le gouvernement caquiste, donc, prévoyait ce 250 millions de dollars, mais au final, au bout du compte, c'est plus d'1,2 milliard de dollars en aide publique qui a été versé dans le projet de mine de lithium et d'usine de transformation. Article de Charles Lecavalier ce matin dans la Presse. Oui, cette filière batterie qui a retenu l'attention hier à l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui le dernier jour de cette session avant la pause des vacances et évidemment le début de la campagne électorale. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors oui, on essaie au niveau du gouvernement d'adopter ou de faire adopter le plus de projets de loi possible. Quelques-uns ont été adoptés, dont le projet de loi que l'on a nommé Gabi-Renault. Oui, effectivement, qui est maintenant donc ce projet de loi qui a maintenant force de loi, qui a été adopté, Mathieu, à l'unanimité. C'est un projet de loi, une loi dans le fond qui vise à
mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales. Et ça, Mathieu, dans le fond, ça va permettre aux femmes, entre autres, d'avoir accès aux antécédents criminels de leurs conjoints si jamais elles ont des doutes. On écoute la sœur de Gaby Renaud, Rachel Renaud, qui, on peut le comprendre, bien sûr, était très émue hier là, après l'adoption du projet de loi. Aucune loi ne pourra ramener Gaby. Aucune loi ne pourra effacer la douleur de ses enfants, de ses proches ou de toutes les personnes qui l'aimaient. Mais aujourd'hui, nous pouvons donner un sens à son héritage. Nous pouvons transformer une tragédie en action. Nous pouvons faire en sorte que sa voix continue d'être entendue. Et nous pouvons sauver des vies. Et la mesure, il y a différents types de mesures qui sont mises en place là, par les policiers, mais ça se fera, Mathieu, au cours des prochains mois. Et au total, hier, là, avec le projet de loi, ou la loi Gaby Renaud, il y a 4 projets de loi qui ont été adoptés par les élus de l'Assemblée nationale. Après beaucoup d'incertitudes, il y a finalement le projet de loi là, pour interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans qui a été adopté. Le Québec, il faut le mentionner, qui devient la première province au pays, la première province canadienne, donc, à adopter ce type de mesures pour restreindre ce type de boisson-là qui peut, dans certains cas, causer la mort là, quand ça interagit avec un médicament. On me dit également, mon collègue à Ottawa, Sébastien Desrosiers, qui a appris... Au Québec, oui. À Québec, oui, à Ottawa, oui. À Québec, merci de... le gouvernement et les partis d'opposition, semble-t-il, se sont entendus pour accélérer le processus de réforme là, pour P38, là, ce qu'on appelle P38. Ça, c'est un projet de loi donc, pour réformer P38. P38 qui permet, par exemple, d'hospitaliser une personne qui a des problèmes de santé mentale si elle représente un danger contre son gré. Alors, il faudra voir si ça sera adopté, mais vraiment au cours des prochains jours, au cours des derniers jours, il faut le mentionner, ça a vraiment été un véritable marathon là, pour les élus à l'Assemblée nationale. Oui, donc encore des choses à surveiller, probablement ou possiblement des projets de loi qui seront adoptés aujourd'hui, Jean-Philippe, mais pas le projet pour doter le Québec d'une constitution. Oui, le projet de loi qui était porté par le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, mais les caucusistes, Mathieu, doivent y renoncer, tout comme le ministre, à ce projet de constitution, ce qui était le projet de loi 1 du gouvernement, devant le blocage du Parti libéral du Québec, blocage également de Québec solidaire. Pourquoi? Parce que c'était un projet qui était controversé. Donc, c'est un projet de loi qui va mourir au feuilleton. Et on écoute le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui accuse vraiment les partis d'opposition là, d'avoir bloqué ce projet de loi qu'il qualifie d'important. Avant que je sois saisi des dossiers de nature constitutionnelle, on n'en parlait pas. C'était le statu quo, c'était l'hiver constitutionnel du Québec. On a mis au jeu un texte qui est sérieux et que si ce n'était pas du temps et de la partisanerie en lien avec la fin de la session, ce texte-là aurait été adopté. Simon Jolin Barrette, donc maintenant, Jean-Philippe, à quelques mois des élections, on a appris hier, c'est un peu une surprise, bonne nouvelle pour le gouvernement. Bonne nouvelle probablement pour le gouvernement, le déficit du Québec qui est moins important que prévu. Oui, effectivement, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre des Finances, Éric Girard, le déficit du Québec qui a été revu à la baisse, qui a fondu, on pourrait dire, comme neige au soleil, qui est passé de 13,6 milliards de dollars à 7,2 milliards. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, bonne journée. Marie-Michel Borduas de retour en studio. Oui, c'est un phénomène, Marie-Michel, que l'on voit avec la popularité de certaines séries, que ce soit sur Netflix ou ailleurs, des chansons qui avaient été publiées à l'époque ou il y a quelques années, qui soudainement ont une nouvelle vie. C'est le cas pour cette chanson de Dumas, La journée parfaite ou Une journée parfaite, qui atteint 7 millions d'écoutes en ligne? 7 millions d'écoutes, chanson de 2014. À l'époque, avait été populaire. C'est une chanson bien aimée du répertoire de Dumas, mais qui connaît donc cette nouvelle vie grâce à la série Rivalité passionnée. Et comme la série canadienne, elle a fait le tour du monde, eh bien, Une journée parfaite aussi. D'ailleurs, Dumas a publié une vidéo de commentaires qu'il a reçus d'un peu partout. Là. Par exemple, quelqu'un de Seattle qui lui écrit aimer sa chanson, l'avoir ajoutée à une liste de lecture, l'écouter presque tous les jours. Des messages comme ça, il y en a de l'Espagne, de la France, des Philippines, de la Pologne, du Canada aussi, évidemment. Il y a quelqu'un des Pays-Bas qui écrit « Je comprends pas un mot, mais j'aime le son ». Alors, on va écouter ce son « Une journée parfaite ». J'avais la carte sans la mission, aucune adresse à l'invitation.
belle chanson, bonne chanson. Bravo à Dumas pour ça. Puis tiens, une écoute de plus. Et voilà, grâce à nous ce 7,1 millions. grâce à nous ce matin. Le milieu culturel québécois qui s'inquiète pour les sorties scolaires. Des critiques qui se font entendre après l'appui de la première ministre Christine Fréchette. Ça a été donné plus tôt cette semaine à la réforme des règles budgétaires des centres de services scolaires. Réforme de la ministre de l'Éducation du Québec, Sonia Lebel. Ça fait des mois là, que le milieu sort pour dire que ça menace la survie des sorties scolaires culturelles. L'enjeu central, c'est la disparition du financement dédié aux sorties scolaires en milieu culturel. Ça avait été mis en place en 2019 par la CAQ, qui garantissait donc 2 sorties. Le montant fait maintenant partie d'une enveloppe budgétaire globale qui regroupe projets pédagogiques particuliers, activités sportives, culturelles et sociales aussi. Donc, on craint là, pour ces sorties culturelles. Maintenant, Marie-Michel, le prix Polaris a dévoilé sa liste préliminaire de 40 albums. Ça a eu lieu hier à Toronto. Il y a plusieurs Québécois parmi les favoris pour ce prix annuel qui récompense le meilleur album canadien sur la seule base de son mérite artistique. Angine de poitrine, Catherine Nadal ou Adrienne Cassidy, Les Louanges font partie des artistes en liste, tout comme le groupe torontois The Beaches. La liste restreinte de 10 albums, elle, va venir un petit peu plus tard, le 9 juillet. Et pour ce qui est du prix Polaris de la chanson, la liste des 20 nommés est attendue le 25 juin. Voilà pour les prix Polaris. Et c'est parti pour les Franco de Montréal. Le rappeur français Orelsan qui a donné un avant-goût hier soir au Centre Bell, lui qui a ravi ses fans canadiens avec un retour au pays après 7 ans d'absence. 37e édition des Franco, ça se tient jusqu'au 20 juin. Une programmation riche vraiment pour tous les goûts. Plusieurs spectacles gratuits aussi. Entre autres, ce soir, si vous êtes à Montréal, vous pourrez voir Virginie B, Robert, Diane, Marie-Mé. Donc, vous voyez, c'est assez varié. Le grand spectacle risque d'en faire danser plus d'un. Cassav, un groupe originaire de la Guadeloupe et de la Martinique qui donne dans le zouk. Sinon, à pas manquer aussi, en fin de semaine, Ariane Roy sur la scène principale demain soir. Et puis dimanche, à l'occasion du 30e anniversaire du Dôme de Jean Leloup, il y a plusieurs artistes qui vont revisiter cet album mythique dans un grand concert gratuit. Le Dôme, paru en octobre 1996, est encore à ce jour l'un des albums les plus acclamés de Jean Leloup. À l'époque, il s'était vendu à plus de 100 000 exemplaires à peine 2 ans après sa sortie. On écoute I Lost My Baby. I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Et puis, ce grand concert, c'est concocté par Ici Musique. Alors, si vous n'êtes pas dans les métropoles dimanche, sachez que ce sera diffusé en direct à la radio. Bonne nouvelle si ça vous intéresse, effectivement, ce concert au Franco de Montréal. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Je pense qu'on va se laisser avec Jean Leloup. On va faire ça. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve sans faute lundi. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Oh, je ne peux vivre sans toi, et je ne peux vivre avec toi. Mais tu peux très bien vivre sans moi, je suis foutu dans les 2 cas. Moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose de très grave qui est arrivé à ma sœur. Ma fille est partie prendre une marche puis elle n'est jamais revenue. Et c'est pas normal. L'ombre du doute, le mystère Marilyn. À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio.